Importation du secteur des engins à 2 roues au Cameroun. Le gouvernement de la République prend donc des mesures importantes en imposant désormais aux opérateurs du secteur un agrément. Elections Cameroun a donc rendu public cette semaine le rapport relatif au sénatorial de 2013. Il a été rendu public, c'était à Yaoundé. Et puis, nous parlerons également de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au moment où son programme économique a été revisité cette semaine. C'était au cours d'un atelier tenu dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Mesdames, Messieurs, voilà les principales articulations qui vont donc meubler cette édition de la rétrospective ce dimanche sur les antennes de Canal 2 International. Et bien sûr, d'autres sujets seront à développer. Merci d'être devant votre petit écran et merci de faire confiance à Canal 2 International ce dimanche une fois de plus. Invité à la rétrospective de l'actualité ce dimanche, Marius Baha, il est vice-président de la Camerounaise des PME. Avec lui, on parlera longuement des PME, également de leur implication pour le développement économique de notre pays, le Cameroun. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité à votre émission. Voilà, vendredi dernier, c'est donc tenu une assemblée générale du MECAM. Quelles sont les grandes articulations qui ont été débattues là-bas? Disons, on ne peut pas très bien savoir ce qui va être débattu, parce que ce qui est étonnant, c'est de voir une assemblée générale qui n'est pas annoncée comme c'est à l'habitude d'être fait. Je rappelle quand même qu'il y a quelque temps, il y a 2 ans déjà, lors de l'Assemblée générale de redynamisation qui avait été menée de main de maître par l'ancien vice-président et porte-parole du MECAM, Ansem Keva, il y avait eu beaucoup de publicité et tout s'était passé de façon beaucoup plus claire à l'hôtel Sawa. Donc je me demande bien pourquoi cette fois il n'y a pas de publicité, parce que le sujet et l'organisme intéressent les Camerounais pour savoir exactement quel est le bilan de l'activité qui a été menée pendant la mandature qui s'en va s'achever et surtout quel est le programme pour les 5 et 10 prochaines années à venir. C'est peut-être le vide programmatique et puis l'absence de bilan qui fait qu'on est passé en catimini. Mais on sait très bien que passer en catimini, ça cache souvent des choses. Mais les semaines prochaines, nous dirons exactement ce qu'il y a derrière cette assemblée générale qui est un peu faite sous le boisseau. Voilà, tout à fait. Nous parlons également des PME. Pourquoi avoir choisi la Camerounaise des PME? Pourquoi focaliser sur la PME camerounaise? Nous focalisons sur la PME camerounaise parce qu'on n'a de cesse de le dire dans toutes nos interventions et dans toutes nos formations ici ou là. Vous savez, sur les 104 000 entreprises qui existent dans notre pays, suivant l'Institut national de la statistique, 99%, donc plus de 100 000, sont des petites et moyennes entreprises. Donc nous nous sommes dit que le cœur du métier, si on veut développer notre pays, si on veut remettre l'économie au centre des activités de notre pays, au centre de la préoccupation des pouvoirs publics, il faut focaliser sur les PME. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un vide à ce niveau-là. Il n'y a pas un organisme digne de ce nom qui porte les PME. Et nous avons donc voulu marquer le coup en nous appelant Camerounaise des PME et en mettant l'accent sur ces PME. Parce que nous pensons que l'émergence dont on parle à l'horizon 2035 ne se fera pas sans les PME. Donc l'optique, c'est de mettre l'accent sur ces PME et c'est sur ce travail-là que nous allons nous atteler dans les jours à venir. Et les semaines qui viendront, notamment la semaine prochaine, nous ferons de nombreuses déclarations pour mieux annoncer la création de ce nouvel organisme. L'élément essentiel étant bien sûr de soutenir l'économie camerounaise lorsqu'on sait que les PME font un peu plus de 90% de l'échiquier économique national. Donc c'est une initiative d'ailleurs encouragée. Nous entrons tout de suite dans le premier élément qui nous intéresse cette semaine dans cette rétrospective en parlant de l'importation des motos au Cameroun. La réglementation a donc été appliquée depuis quelques jours et décidée par le ministre en charge du commerce au Cameroun, Luc Magouambaga, à Tangana. Voici un peu ce qui pourrait se passer dans ce secteur, tel que vu par Cathy Toulou et Langa. Ils ne sont pas très nombreux, ceux qui s'aventurent dans les chiffres sur l'entrée des motos dans le territoire camerounais. Malgré les effets de la crise économique et la faiblesse du pouvoir d'achat, le secteur est en plein essor. On peut tout de même relever que 37 483 motos sont entrées au Cameroun il y a 4 ans, selon les statistiques officielles. Et depuis 3 ans, 90 000 personnes exercent cette activité dans la ville de Douala et 170 000 représente 50% du PIB communautaire, avec un plan de développement adossé sur le document des stratégies pour la croissance et l'emploi. Il y a l'enjeu technologique et scientifique, parce que nous ne pouvons pas continuer à être des consommateurs de technologie alors que nous avons nos propres besoins qui nécessitent que nous soyons suffisamment inventifs, même si nous devons emprunter aux autres. Et si on emprunte aux autres, il faudrait que ces emprunts correspondent aux besoins qui sont les nôtres. Les travaux de Douala, sous la présidence de la commission de la CEMAC, feront le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du programme économique régional. En plus des experts de la commission, l'on suivra les exposés des professeurs Bruno Bekolo-Ebe, le professeur Tsafa Roger, les programmes nationaux de développement,
seront examinées. Le programme économique de la CEMAC, on vient de le voir, est donc en train d'être révisé. Il est désormais question que ces pays-là se mettent ensemble et puissent mieux booster leur économie. C'est une belle avancée pour l'Afrique centrale. C'est une très belle avancée. Il faut quand même rappeler que le programme économique de l'Afrique centrale de la CEMAC est une des grandes réussites de l'ancien président de la commission de la CEMAC, notre compatriote Antoine Simi. Ça a été repris à son compte par l'ancien ministre congolais du Plan, Pierre Moussa, qui dirige aujourd'hui la commission de la CEMAC. Là, on commence à comprendre que pris individuellement, les 6 pays de la CEMAC ne pèsent pas lourd. Mais pris tous les 6, ils commencent à peser lourd. Le modèle idéal, c'est l'Union européenne. Vous avez vu que non seulement les pays qui composent l'Union européenne sont de grands pays qui comptent sur la scène internationale, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc. Mais l'entité Union européenne elle-même fait partie des grands de ce monde. Le G20 qui se tiendra par exemple à Saint-Pétersbourg le mois prochain, parmi les 20 invités, il y a l'Union européenne. Il y aura Van Rompuy, le président de la Commission, mais également Manuel Barroso, le président du Conseil, Van Rompuy, et Manuel Barroso, le président de la Commission. Pourquoi ne ferait-on pas la même chose? Tous nos pays, le Tchad, le Cameroun, la Guinée, etc., ont des projets de société. Tous nos pays visent l'émergence qui en 2025, qui en 2035. Pourquoi ne pas fédérer tout ça et lancer de grands projets? Je pense que on a la chance d'avoir des chefs d'État qui sont là depuis longtemps, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, et de nouveaux qui arrivent. Je pense notamment au président Ali Bongo et son projet de société, l'avenir en confiance, qui est également un très grand projet qu'on peut associer au projet des grandes réalisations du président Biya. Donc tout ça mis ensemble, on pourrait faire des projets comme on l'a fait. Je rappelle quand même... D'ailleurs, c'est là aussi peut-être qu'il y a aussi le potentiel économique de ces différents pays qui doit jouer. Il y a des pays qui sont économiquement riches en Afrique centrale, et il y en a d'autres même sur le plan démographique, pour ne prendre que le cas du Cameroun, qui est le plus important sur ce plan-là. Est-ce que ce n'est pas d'autre part aussi un espoir qui doit être vu à travers ces accords qui sont révisés aujourd'hui? Non, justement c'est un espoir. Je rappelle que c'est en frottant des cailloux qu'on fait des grands feux. L'Union européenne telle qu'on la voit aujourd'hui, un grand marché de près de 400 millions d'habitants, c'est quoi au départ? En 1951, c'est la communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça regroupe 2 pays, la France et l'Allemagne. Donc on cherche un produit commun, le charbon et l'acier. Donc on pourrait très bien, je prends l'exemple des pays du sud du Cameroun, le Gabon, la Guinée, le Congo, ces 4 pays-là ont au moins une richesse en commun, le bois, la forêt. Et si on fédérait tout ça pour faire une vraie industrie forestière dans cette zone-là, partie par exemple de la forêt, partie par exemple du bois pour développer autre chose. Si on faisait de grandes infrastructures pour relier les 5 grandes capitales, les 6 grandes capitales de la CEMAC, comme on a exactement fait dans l'Union européenne, puisque maintenant on parle de liberté de circulation des biens et des personnes, exactement comme on a fait en Union européenne, pour qu'en allant au Gabon demain, on n'ait plus besoin d'un passeport. La carte nationale d'identité. Plus besoin de visa. Plus besoin de visa par... Mais est-ce que dans la traduction des faits, est-ce que c'est possible que cela devienne une réalité, la libre circulation des biens et des personnes? Parce on se souvient qu'il y a 2 États de la CEMAC qui ont été un peu réticents à l'endroit de cette libre circulation, notamment pour ne prendre que le cas du Gabon et de la Guinée équatoriale, de par les influences sur le plan démographique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le 1er janvier 2014, on pourra aisément et librement circuler dans toute la zone CEMAC? Disons que faisons confiance à la volonté politique. Quand la volonté politique est là et que les égoïsmes personnels, les égos personnels sont mis de côté, les choses peuvent avancer. Je rappelle quand même que pour faire la monnaie unique européenne que l'on connaît aujourd'hui, la grande Allemagne a dû sacrifier sa monnaie, le Deutschmark, sur l'autel de l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Donc je pense quand même que certains pays peuvent se sacrifier tant soit peu pour que cette union-là, cette harmonisation-là se fasse et que en janvier 2014, comme prévu, cette libre circulation soit effective. Moi, je compte beaucoup sur la volonté politique de nos chefs d'État. Ils en ont la capacité, ils ont déjà montré par le passé qu'ils peuvent taire leurs divergences pour aller vers un bien commun. Mais est-ce que derrière cela, la libre circulation des biens et des personnes vient quand même exclure un fait? Parce que les gens pensent que libre circulation des biens et des personnes veut dire installation dans ces pays. Est-ce qu'on peut entrevoir cela comme ça? Je prends le cas de la Guinée équatoriale, par exemple. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter qui sont survenus au niveau de quelques listes déposées par le comité central du RDPC, mais cette fois-ci, ELECAM a publié des listes qui n'étaient pas celles-là reconnues par les partis en face. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel dysfonctionnement? Ouais, le cafouillage est peut-être dû au fait que c'est la première élection municipale et législative du règne d'ELECAM. Mais surtout, on est dans un état de droit. Par définition, nous sommes légalistes. Il y a une loi qui a été votée qui porte organisation d'élections dans ce pays, le code électoral. C'est la loi 19 avril 2012. En son article 184, elle est claire pour les conditions d'irrecevabilité. Une liste incomplète, une liste qui ne contient pas toutes les indications prévues par la loi, et une liste qui contient des candidats qui ne sont pas présentés par un parti.
Donc je veux dire, ça rentre dans ces incompatibilités, raison pour laquelle ces irrecevabilités. Donc je pense que l'ECAM fera son travail. Et faisons foi aux législateurs. Et l'ECAM publie une liste, elle fait foi par rapport à celle des partis. À charge pour ces partis-là de prouver le contraire. Et il y a des dispositions qui sont prévues dans la loi pour que les partis puissent le faire. Mais il y a un élément de disqualification sur lequel s'appuie, par exemple, les partis de l'opposition, pour ne prendre le cas du SDF, pour le cas de l'arrondissement de Douala 2e, là où on a une liste qui est incomplète. On a un doublon, et puis on a pratiquement 39 conseillers sur 41 qui sont réclamés. Est-ce que l'ECAM peut arriver à ce stade-là de disqualifier, par exemple, le RDPC à Douala 2e? On a vu pour les sénatoriales, on a disqualifié les listes dans le Grand Nord et une liste dans le Nord-Ouest. Il n'est pas impossible que cela soit décidé par l'ECAM. Mais je rappelle quand même que l'article 184 est clair. Est irrecevable une liste incomplète? Puisque la loi prévoit très bien qu'on a 41 sièges quand on a plus de 100 000 habitants. Or, il est évident qu'il y a plus de 100 000 habitants à Douala 2. Donc, logiquement, on aurait dû trouver 41 conseillers municipaux sur la liste au lieu de 39. Si cela est avéré, parce que je n'ai pas vu la liste, si cela est avéré... La liste a été rendue publique. Voilà, si cela est avéré, donc je vois mal comment l'ECAM peut faire fi de ça sans violer la loi. Or, on est dans un état de droit et les gens qui dirigent l'ECAM, le conseil électoral, est féru d'hommes de droit et d'hommes d'expérience. Donc je pense qu'ils prendront leurs responsabilités et feront prévaloir la loi. Justement, pour mener donc dans votre réflexion, Robert Charlie-Toc et Jacques Simo sont donc descendus sur le terrain pour essayer de comprendre le sort qui sera réservé aux doublons. Au-delà des erreurs matérielles ayant émaillé le processus de publication des noms sur les listes électorales du 30 septembre prochain, lorsqu'on parcourt les colonnes de listes à candidature, l'on enregistre des doublons, l'absence de configuration sociologique, bouleversement de l'ordre des préséances, des listes incomplètes, le nombre réduit des conseillers et la présence des noms des disparus. Dans les listes publiées le 1er août 2013, à la surprise de plusieurs, figurent les noms des détenus et évadés de prison. Face à cet état des choses, que prévoit la loi? Vous devez savoir que l'incapacité électorale concerne qui? Ça concerne les aliénés mentaux, les faillis non réhabilités, ceux qui ont un mandat d'arrêt en cours, les condamnés pour crime, même par défaut, les condamnés à une peine d'emprisonnement assorti d'un sursis. Ne peut être inscrit sur une liste celui qui est condamné ou celui qui a un mandat d'arrêt contre lui, etc., comme je l'ai cité tantôt. Et donc, a fortiori, ne peut pas être candidat à une élection municipale ou législative. Conséquence d'un tripatouillage poussé des listes à candidature aux élections couplées municipales et législatives, l'introduction des noms des personnes au casier judiciaire sale parmi les candidats en lice prévoit des sanctions. Ce que la loi prévoit d'abord, ceux-là doivent être écartés de la liste. Bon, ce que la loi prévoit subsidiairement, c'est qu'ils peuvent être remplacés par d'autres. Ils peuvent être remplacés par d'autres sur la liste. Ça parce que c'est des conditions inhérentes à l'individu, pas particulièrement à toute la liste. Face à ce constat, des recours sont introduits par les partis politiques en course. Se dirige-t-on vers une disqualification de ces listes? La neutralité, la responsabilité et l'indépendance de l'ECAM ayant été mis à rude épreuve, les regards restent tournés vers la Cour suprême qui a jusqu'à ce mardi 6 août pour trancher. À la suite de Robert Charlie-Toc, nous allons donner la parole à un ancien maire du Social Democratic Front. Lui, il était à Douala 2e. Il est aujourd'hui militant très engagé du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, M. Lozonou, et qui donne un peu son point de vue sur les quelques batailles. De savoir. Et aujourd'hui, la Chine est ce qu'elle est. L'Inde fait la même chose pour ce qui est de l'électronique grand public, mais également de tout ce qui concerne le cinéma avec Bollywood. Nous pensons que pour le Cameroun, le starting block idéal serait la PME, serait l'économie. Vous savez, le chef d'État, lors de sa campagne en 2011, a dit quelque chose de fondamental. L'économie est la grande affaire de ce septennat. L'émergence de 2035, elle commence maintenant. Il ne faut pas qu'on tombe dans les mêmes travers qu'il y a quelques années, quand on parlait de santé pour tous en l'an 2000. 13 ans après, est-ce qu'il y a la santé pour tous en l'an 2000? Or, il faut aujourd'hui mettre en orbite une nouvelle génération pour que cette génération-là, en 2035, assiste effectivement à l'émergence du Cameroun. Donc, notre optique, notre enjeu, avec le président du mouvement, Ansem Kemba, le secrétaire général,
Toussaint Bokatongo, c'est de faire en sorte que l'économie soit au centre des préoccupations des pouvoirs publics et du secteur privé, mais surtout que la PME, qui est le starting block de l'émergence de notre pays, soit au centre. C'est pour ça que nous nous sommes appelés Camerounaises, parce que nous pensons d'abord Cameroun. PME, pour bien comprendre que l'optique, c'est la PME, qu'il n'y a rien d'autre que la PME, telle que définie par la loi de 2010, qui portait promotion des PME au Cameroun. En tout cas, nous sommes simplement là pour vous accompagner. Il s'agit de l'émergence du Cameroun et puis soutenir la PME qui est très importante dans notre pays. Monsieur Marius Baha, je rappelle que vous êtes vice